Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 5 octobre, journée mondiale des enseignants, et pour l'occasion, on se retrouve devant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour aller poser vos questions à Valérie Glatigny. Venez avec moi. Madame la Ministre, merci beaucoup de nous recevoir. Donc, nos jeunes nous ont envoyé beaucoup de questions, et notamment par rapport au métier d'enseignant et à l'enseignement de manière générale, notamment pour la journée du 5 octobre. Alors, la première question, elle porte sur la pénurie d'enseignants et la revalorisation de ce métier. Aujourd'hui, on sait qu'on fait face à une pénurie assez importante et que de nombreux enseignants se sentent assez découragés. Donc la question était de savoir comment on pouvait justement revaloriser le métier et lui rendre toute son attractivité et sa stabilité. Oui, il y a certainement des questions de statut, des questions de rémunération pour stabiliser les jeunes enseignants. C'est ce qu'on veut faire avec un contrat à durée indéterminée pour les jeunes qui rentrent dans le métier, pour qu'ils arrêtent de faire ces intérims à répétition. Il y a des questions qui sont aussi très importantes en termes d'image de l'enseignant. On veut vraiment revaloriser le métier d'enseignant aux yeux de la société, rappeler les droits et les devoirs de chacun, parce qu'on a tendance à donner beaucoup de responsabilités à l'école, et parfois c'est aussi le travail des parents d'éduquer. Donc c'est vraiment essayer aussi de rappeler que nos enseignants, ce sont des professionnels de l'éducation, des professionnels de l'évaluation, dont les décisions pédagogiques doivent être respectées. Donc c'est un travail global, à la fois sur le statut et aussi sur l'image de nos enseignants pour susciter davantage de respect envers nos enseignants. Rappeler un exemple tout simple, c'est que quand on s'en prend de façon verbale ou physique à un enseignant, eh bien, il y a des sanctions qui sont prévues et on les a renforcées au niveau fédéral. Donc, il y a des circonstances aggravantes quand on s'en prend à un enseignant, au même titre qu'on s'en prend à quelqu'un qui a une fonction d'autorité comme un policier ou un pompier en intervention. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette histoire de cette question centrale du respect qu'on doit à nos enseignants. Merci pour vos réponses. Donc vous avez commencé à l'évoquer par rapport justement au statut des enseignants. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants enchaînent des petits contrats précaires et ont du mal justement à trouver de la stabilité au sein des écoles. Donc comment, dès lors, encore une fois, leur assurer un cadre de travail plus stable? Oui. Ce qu'on veut faire, c'est qu'un jeune qui va sortir formé en 4 ans en 2027, puisque la formation a été allongée, elle passe de 3 à 4 ans. Pour ces jeunes qui vont sortir formés en 4 ans, on veut leur offrir immédiatement une perspective de stabilité et de long terme avec un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils vont rester pour longtemps. Ils peuvent commencer à, par exemple, économiser pour trouver un logement. Il y aura aussi des aménagements en début et fin de carrière, parce qu'on sait qu'au début de la carrière, quand on est un jeune enseignant, on doit construire tout son cours, ça prend plus de temps. Et puis c'est un métier qui est parfois très solitaire aussi. Ce qu'on veut, c'est créer un système de mentorat ou du tutorat entre un enseignant plus chevronné, plus âgé, et un jeune qui commence avec un petit peu moins d'heures passe-classe pour avoir plus de temps pour préparer son cours et aussi pouvoir aller chercher de l'aide auprès d'un tuteur. Et de la même manière, pour un tuteur, un enseignant plus chevronné, un petit peu d'heures face-classe en moins pour créer ce système de mentorat qui est destiné avant tout à aider le jeune enseignant à le stabiliser aussi dans le métier. C'est ça, et donc vous l'avez évoqué, puisque évidemment la fin des nominations a fait beaucoup parler. Donc évidemment le but c'est pas du tout d'avoir une perte de droits pour les enseignants et il n'y a pas d'effet rétroactif pour les enseignants qui sont sortis avant 2027. Oui, tu l'as bien rappelé, une personne qui est nommée ne va évidemment pas perdre sa nomination, ce serait illégal, s'il n'y a jamais d'effet rétroactif. Une personne qui est en attente de nomination, bien sûr, il y aura une période de transition. Et puis en effet, ça va s'appliquer aux jeunes qui sortent formés en 4 ans à partir de 2027. Bien sûr, comme tu l'as rappelé, sans perte de droit, donc avec un deuxième pilier de pension, avec une petite rémunération supplémentaire puisque ils sortent formés en 4 ans et plus en 3 années. Donc a priori, ils sont mieux formés, avec aussi un aménagement du temps de travail au début de la carrière et en fin de carrière, de façon à créer un petit peu plus d'attractivité. Et on sait qu'on a beaucoup d'enseignants qui partent en congé maladie, parce que là on s'adresse aux jeunes, mais il y a aussi des enseignants plus âgés qui, parfois, en fin de carrière, ne tiennent plus le choc, parce que c'est dur d'enseigner, il faut un niveau d'énergie élevé pour se retrouver face à une classe. Et donc l'idée, c'est d'aménager un petit peu le temps face classe pour les enseignants plus âgés. Très bien. Alors donc la troisième question portait sur le redoublement et notamment le redoublement dans le degré inférieur, de savoir s'il était question de revenir justement dessus pour déceler au plus vite les lacunes des élèves et si oui, ce que ça représenterait au niveau du coût pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, on sait que le redoublement a un coût important, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, mais il y a aussi un coût au fait de laisser passer un élève chaque année, donc parce que c'est un élève qui,
s'il n'a pas fait tous les apprentissages nécessaires, progresse d'une année à l'autre sans avoir de validation de l'acquisition de ses compétences, à un moment donné, c'est un élève qui risque de ne plus réussir à suivre ses camarades de classe, qui se décourage et qui, à un moment, il y a du décrochage scolaire qui s'installe. Et puis, ce sont des jeunes qui vont passer sous le radar de l'école et on les perd à un moment donné. Donc, il y a un coût aussi au fait de laisser un jeune progresser d'année en année sans avoir une vérification qu'il a bien fait les apprentissages nécessaires. Donc, le redoublement, il doit chaque fois s'apprécier pour chaque élève. Est-ce que cet élève a bien fait toutes les acquisitions nécessaires au niveau des apprentissages pour progresser au niveau supérieur sans difficulté? Si c'est le cas, alors il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas, alors on peut avoir ce qu'on appelle la décision de maintien exceptionnel sur base du dossier d'accompagnement de l'élève. Donc, l'enseignant doit montrer qu'il a mis en place une série de choses pour aider l'élève à progresser. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, alors il y a un maintien, un redoublement, mais avec de l'accompagnement personnalisé supplémentaire. Donc, le redoublement, en soi, il faut chaque fois voir si c'est une bonne solution pour l'élève en particulier. Est-ce qu'il va vivre le redoublement comme une punition, alors que ça n'a pas beaucoup de sens, comme une répétition de quelque chose qui n'a déjà pas fonctionné, ou est-ce qu'il va vivre ce redoublement comme une deuxième chance, avec un projet qui a été bien identifié, avec son enseignant et avec ses parents, par exemple? Alors c'est très différent. Mais il faut en tout cas chaque fois se poser la question, pour cet élève, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il est mieux pour lui de le laisser progresser l'année d'après parce que, par exemple, pour le CEB en fin de 6e primaire, il a eu un coup de stress, mais il avait été constant toute l'année, alors peut-être qu'on pourrait le laisser passer avec moins de 50%, moyennant une attention particulière en première secondaire parce qu'on sait qu'il y a une petite difficulté? Ou est-ce qu'il vaut mieux le maintenir parce que vraiment on se rend compte que toute l'année il y a une moyenne de 25% et ça n'a pas de sens de le laisser progresser plus tard parce qu'on sait que les difficultés qui ne sont pas traitées, elles vont continuer et elles vont même s'aggraver dans le temps. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'on doit faire vraiment du sur-mesure. Alors, donc, la quatrième question portait sur l'enseignement du qualifiant. On sait qu'aujourd'hui, cette filière est souvent perçue comme une filière de relégation ou, je dirais, de seconde zone. Et donc, comment dès lors essayer de revaloriser cette filière pour que plus de jeunes s'y insèrent et comment également développer l'alternance au sein des entreprises? Oui, mais déjà je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de réduire le très grand nombre d'options. On a 5400 options dans le qualifiant, c'est énorme. Et bien sûr, c'est impossible de faire sur tout le territoire toujours de la qualité avec un aussi grand nombre d'options. Ensuite, je pense qu'il faut travailler davantage avec les secteurs professionnels pour avoir une certification, un diplôme qui correspond aux attentes du monde professionnel. Et donc, ça, c'est vraiment tout l'enjeu d'un travail qu'on a commencé en articulation aussi avec Pierre-Yves Géolet en région wallonne, c'est de mieux faire travailler ensemble le monde de l'enseignement qualifiant et le monde des entreprises pour qu'une formation, en gros, pour le dire autrement, une jeune fille qui sort d'une formation qualifiante en coiffure, elle doit avoir un certificat qui correspond aux attentes du monde professionnel. Elle doit aussi pouvoir avoir poussé durant sa formation les portes d'un salon de coiffure. Et très souvent, c'est ce qu'on appelle l'alternance, eh bien, la formation qualifiante reste dans le secteur de l'école. Donc l'enjeu, c'est d'ouvrir les portes de l'école pour qu'un jeune puisse aussi aller faire de l'alternance et pouvoir vraiment découvrir les exigences, les attendus et les opportunités qu'offre le monde professionnel déjà dans le cadre de ses études, avec un retour pédagogique. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser un jeune tout seul dans un salon de coiffure, par exemple, ou dans toute autre formation, mais de lui permettre d'avoir aussi un dialogue avec son enseignant pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc c'est ce fameux retour pédagogique. Et là, je pense qu'on peut commencer à vraiment monter en termes de qualité dans notre enseignement qualifiant. Il y a des choses qui sont de très grande qualité dans notre enseignement qualifiant, mais il y a un point d'attention sur l'alternance et un point d'attention aussi sur la collaboration avec le secteur professionnel. Merci beaucoup. Alors pour la 5e question, on va parler des nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle. À mon avis, ça intéressera peut-être plus les professeurs que les élèves. La question est peut-être de savoir comment justement intégrer ces nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle au sein du système éducatif pour essayer de travailler avec et pas contre. Oui, c'est vrai que je pense qu'il est essentiel de ne pas diaboliser l'outil. Il y a des formidables opportunités, mais il y a des risques aussi.
l'outil en soi, il est neutre. Il va être positif si on l'utilise correctement et il sera négatif si on n'a pas appréhendé ces risques. Et donc, on pense immédiatement à la triche. Par exemple, on a entendu que dans un concours en médecine, par exemple, on suspecte qu'en Flandre, il y ait eu l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre du concours et donc une forme de triche. Donc, bien sûr, il faut outiller nos enseignants pour qu'ils puissent évaluer en assurant de l'équité, de la justice entre les élèves, pour éviter que certains n'aient recours à la triche. Et donc, il y a des techniques pour ça. On est en train de mettre sur pied un projet pilote qui est financé par la fédération pour mieux équiper nos enseignants pour qu'ils puissent utiliser l'intelligence artificielle. Alors, ça ne remplacera jamais un enseignant, bien sûr, mais on peut vraiment s'appuyer sur des outils pour, par exemple, faire réaliser des exercices parce qu'on a une correction immédiate. Et on peut aussi avoir des exercices qu'on trouve facilement grâce à l'IA qui correspondent précisément au niveau d'un élève. Donc, par exemple, ça permet à l'enseignant de travailler avec un groupe d'élèves pendant qu'un autre élève qui peut-être est en avance ou peut-être a un problème, une difficulté particulière, d'avoir un exercice supplémentaire qui sera corrigé immédiatement par l'IA. Donc ce sont des outils fabuleux. Il ne faut pas voir ça uniquement sous l'angle de la triche. Et de la même chose pour les élèves. Je pense qu'on le fait tous. On a tous recours à l'intelligence artificielle. On voit que c'est un formidable outil. En même temps, ce qu'il faut, c'est avoir un recul critique sur le résultat des données, par exemple, accumulées via ChatGPT. On voit bien qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, il faut apprendre aux élèves un recul critique et aussi apprendre à chercher la bonne info et se dire que finalement, ce qu'on trouve via l'intelligence artificielle, c'est une accumulation de choses vraisemblables. Mais ce n'est pas encore la vérité. Donc, il faut vraiment avoir ce recul critique et ça, c'est la tâche de l'école, d'apprendre l'esprit critique. Et alors, nous avons donc une dernière question sur l'instauration de ce test clé en 4e primaire, donc avant la 4e primaire qui a été instauré. Donc la question était plutôt de savoir en quoi il consistait et s'il avait plutôt pour objectif d'évaluer le niveau des élèves ou plutôt de renforcer les pratiques pédagogiques. Oui, on l'a mis exprès en début de 4e primaire parce que normalement en fin de 3e primaire, un élève doit avoir appris à calculer, lire, écrire. Ce sont vraiment les compétences de base qui sont acquises en principe en fin de 3e primaire. Et si tu veux, ce qu'on essaie de faire en le mettant au début de la 4e primaire, c'est avoir une photographie pour vérifier que l'élève a bien fait ses acquisitions qui sont vraiment fondamentales, donc ces apprentissages qui sont centraux. Et donc, ça ne suppose pas qu'on étudie toutes les vacances, parce qu'il n'y a pas de matière à étudier. Ça peut être par exemple une dictée, mais c'est vraiment fait pour déceler les difficultés éventuelles et pouvoir y remédier pendant l'année. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas à la fin de l'année, parce que ce serait lié au bulletin, et il y aurait du stress. Donc, on le fait au début de la 4e primaire, ça veut dire qu'on a encore toute la 4e primaire pour faire de l'accompagnement personnalisé avec l'élève qui aurait des difficultés. Donc c'est vraiment une simple photographie, il n'y a pas de points, ce sont des enfants qui sont trop jeunes pour avoir des points. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une vérification avec une qualification claire, donc c'est est-ce qu'on a bien acquis, donc un élève a acquis, n'a pas acquis ou est en voie d'acquisition d'un apprentissage particulier. Donc pas de points, mais simplement acquis, non acquis, en voie d'acquisition. Et avec vraiment la possibilité d'avoir davantage d'accompagnement personnalisé pour aider un étudiant qui aurait des difficultés. Écoutez, on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour votre temps, Madame la Ministre. Et voilà, encore une bonne journée aux enseignants. Bonne journée aux enseignants.